tu passes ton temps à te réinventer. Moi, dès qu'il y a un truc qui marche, je me dis jamais génial, on est arrivé. Je suis en stress de me dire il faut que je trouve le prochain, il faut que je trouve le prochain. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plan B. Je reçois aujourd'hui Juliette Lévy-Cohen, la fondatrice de Oh My Cream. Comment ça va ? Salut Adrien, ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir. Oh My Cream, quelle aventure de dingue. Vous êtes absolument partout, c'est dingue. On essaye. Big up à Fanny Morel, notre directrice de la com. Ouais, qui fait les choses très très bien. Aujourd'hui, tu sais, dans ce format de podcast, on parle de Plan B, ces moments de bascule dans la vie de l'entreprise, dans ta vie à toi. Tu as dû prendre une décision qui n'était pas prévue au démarrage, mais ça a été nécessaire pour survivre. Mais avant de rentrer dans les plans B, dans ces moments de bascule qui ont été cruciaux pour toi et Oh My Cream, j'aimerais bien comprendre qui tu es, d'où tu viens, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Je m'appelle Juliette Lévy-Cohen, j'ai 38 ans, 2 petits garçons. Je suis la fondatrice d'Oh My Cream que j'ai montée à ma sortie d'école à 24 ans. Partant du constat que j'étais très frustrée par l'uniformité de l'offre dans le domaine de la beauté, le fait qu'on retrouvait les mêmes marques à chaque coin de rue, le manque de conseils, le manque de services. Et donc j'ai un peu naïvement imaginé l'enseigne beauté dont moi je rêvais à l'époque en tant que consommatrice. Et c'est un petit peu comme ça qu'Oh My Cream est né, avec 2 gros points de différenciation. La sélection, on fait attention à ne référencer selon nous que les marques clean les plus pointues du marché et avec un vrai focus sur le conseil hyper expert. Pourquoi un tel succès ? Pourquoi chaque Noël, en dessous du sapin, du côté des filles, il y a toujours du Oh My Cream ? Je pense qu'on a une offre de marque très cool, très sexy, qui plaît énormément. Un petit mix de blockbusters, de marques qu'on rêvait d'avoir en France, comme des Violette FR ou des Victoria Beckham Beauty qu'on a distribuées finalement à leur lancement en exclusivité. En France. Mais comment on obtient une exclusivité de ces gens-là ? C'est fou. On négocie très 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 longtemps. Ouais. Faut se battre. Et je pense que c'est des marques qui nous voient comme un vrai brand builder. Enfin, au-delà d'un retailer, on est des marques on est un retailer qui fait connaître les marques sur ce marché-là, avec un gros focus sur justement tout ce qui est communication, influence, image de marque. C'est des choses qui ont toujours beaucoup compté pour nous et qui font, je pense, qu'on est vu comme une véritable marque d'ailleurs aux yeux de nos clientes. Donc c'est, je pense, le côté un peu cool, pointu, exclusif, avec toujours beaucoup de nouveautés, toujours des collabs hyper désirables. Ça, je pense que c'est la partie un peu émergée de l'iceberg qui plaît beaucoup. Et après, moi, je vois depuis quelques années, depuis le Covid globalement, que les boutiques physiques explosent, ce qui n'était pas forcément le sens de l'histoire globalement. Et elles explosent parce qu'il y a un niveau de conseil en magasin et d'expérience qui n'a jamais été égalé sur le marché. Alors, c'est le fruit de beaucoup d'efforts, nous, en backstage, mais force est de constater que moi, on me dit toujours qu'on est hyper bien reçu, avec le sourire, qu'on pousse pas à l'achat, qu'on pousse pas une marque plutôt qu'une autre, et que tout ça est très agréable. Alors là, c'est un peu la success story qu'on voit, tous ces magasins dans la rue, etc., les paquets sous le sapin de Noël, etc., etc. Mais la réalité de l'entrepreneur que tu es, c'est que c'est un chemin semé d'embûches, que c'est dur. J'aimerais revenir moi sur ce moment où tu démarres la fleur au fusil en mode je vais bouffer le monde, je lance ce concept 100% digital et très rapidement en fait tu te dis il faut faire du retail quoi. Ce qui est un gros changement de plan, surtout quand tu as 24 ans et que tu n'avais pas imaginé ça au départ. Oui, complètement. C'est le pivot, je pense, qui nous a été le plus bénéfique a posteriori. C'est qu'à la base, moi, je voulais faire en gros un petit peu le net-à-porter de la beauté. Donc avec un site, un pure player, online, très éditorialisé, avec un gros focus sur les shoots, etc. À l'époque où le e-commerce, en tout cas en beauté, c'était vraiment des successions de packshots plus horribles les uns que les autres. Et en fait, j'ai galéré sur mon site internet, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les Shopify. Alors, il y avait les PrestaShop et les Magento, mais j'ai fait un site internet sur mesure qui m'a coûté beaucoup d'argent, pris beaucoup de temps. Tu as travaillé avec quelqu'un pour te le faire, c'est ça ? Ouais, t'as pas mis les mains dedans ? Parce qu'à l'époque, c'était très compliqué. Je savais pas faire. Aujourd'hui, c'est no-code, c'est facile, mais à l'époque, c'était très compliqué. Je me suis entourée de gens très bons, qui étaient des connaissances personnelles, voire de la famille, mais c'était long, c'était coûteux, Faut-il c'était travailler compliqué. avec la famille, Juliette ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Non, mais je regrette pas, c'était très chouette, mais ça a coûté beaucoup d'argent, et en fait, je sais pas...
un déjeuner au resto, l'homme qui deviendra mon mari me dit mais tu devrais aller regarder les boutiques, ça coûte pas si cher, personne s'y intéresse, parce qu'on était à l'ère du full digital, alors qu'en fait, il y a des bons plans, les banques te financent, donc tu n'utiliserais pas ta levée de fonds pour le faire, et ça peut être vite rentable. Et en fait, j'ai eu un bon plan sur une boutique sur le papier finalement pas si bien située d'un point de vue commercial. C'était où la première boutique ? 1 bis, rue de Tournon, à Saint-Germain-des-Prés. Donc c'était une très jolie rue avec le flagship Bonpoint, mais bon, pas de trafic, pas tellement d'autres enseignes à part ce fameux Bonpoint. Mais ça a cartonné. Pourquoi ? Tout de suite ? Je pense parce que, en fait, ça a été quand même un point de différenciation. Il y avait beaucoup de pure players et de marques qui se lançaient en digital. Et finalement, moi, d'avoir un lieu qui représente ma marque, tu vois, esthétiquement parlant, il y avait un petit concept architectural assez chouette. Les journalistes et les blogueuses de l'époque, qu'on n'appelait pas encore influenceuses, pouvaient venir, toucher les produits, les voir. En fait, assez naturellement, on s'est retrouvé à avoir un diagnostic de peau, une expérience en magasin assez chouette qu'on n'avait pas forcément chartée, mais qui a beaucoup plu et qui a fait la différence, encore une fois, par rapport à un pure player. Et voilà, donc on a tout de suite eu beaucoup de bouche à oreille d'une part et beaucoup de presse d'autre part. Et résultat, les gens faisaient le déplacement dans Bien un sûr. quartier qui était quand même très central, même si l'adresse n'était pas une rue prime. Donc après, on a été plus vigilants quand même sur les emplacements, évidemment. On est allé vers des emplacements un peu plus évidents, même s'il fallait être malin, parce que tout ça coûtait quand même Bien sûr. vite très cher. Bien sûr. Mais ça a été une belle surprise. Et finalement, aujourd'hui, on est une boîte à 70% retail. Retail, 70% du chiffre d'affaires, c'est du retail, Ouais. versus 30% de e-commerce, ton Exactement. e-commerce. Comment tu prends ta décision ? Qu'est-ce que tu te dis ? Parce que c'est quand même le trade-off n'est pas si simple finalement, de se dire je me lance ou non, c'est YOLO. Vraiment, et je pense que c'est un trait de caractère partagé par beaucoup d'entrepreneurs. C'est beaucoup quand même de naïveté, d'intuition. Enfin, moi, je partais du principe que j'avais rien à perdre. Si tu veux, j'avais pas d'appart, pas de gamin, pas d'emprunt. J'ai pas lâché un salaire dans un grand groupe. Je sortais d'école, je gagnais pas ma vie. Je donnais des cours de maths pour me faire globalement à peu près un SMIC par mois. Okay. Donc, j'avais rien à perdre. J'avais vraiment des envies très profondes. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui résiste assez mal à la frustration. Donc, si tu veux, à l'idée de jouer à la marchande dans une petite boutique dont je pourrais bosser l'architecture, choisir les marques, ça m'éclatait d'avance. J'ai fait un petit business plan, évidemment, mais je me suis pas dit 1000 fois, tiens, et si vraiment personne ne vient jamais dans cette boutique ? Mais il faut vendre combien de crèmes par jour pour que ça soit rentable ? Alors, je me souviens plus du combien de crèmes par jour, mais je me souviens que globalement, si je faisais aller à peu près dans les 200 000 euros de chiffre d'affaires, alors que moi, je suis retailer, j'achète, je revends, j'ai des marges autour de 50%, ce qui n'est pas le cas de la plupart des marques qui se lancent et qui ont des marges bien plus élevées. Moi, autour de 200 000 euros, globalement, je m'en sortais. Donc, si tu veux, j'ai sondé un petit peu ce que faisaient les autres boutiques, etc. Je me suis rendu compte que c'était pas des chiffres d'affaires déconnants, et donc je savais pas si je ferais fortune et si je ferais 50 boutiques en France, mais je savais qu'à l'échelle d'une seule boutique, avec un emprunt bancaire qui globalement me revenait à 80 000 euros tout mouillé entre le droit au bail et les travaux, ce qui est quand même pas une somme colossale, ça me semblait somme toute assez peu risqué. Non, mais pour toi aujourd'hui c'est peanuts, mais à l'époque je pense que c'était quand même une grosse somme. Ouais, et puis d'ailleurs les premiers emprunts, faut te porter caution perso, tu vois, donc c'est pour ça que je te parle de naïveté, parce qu'en soi je sais pas très bien comment je les aurais remboursés les 80 000 euros si j'avais dû mettre les clés sous la porte. Là où c'est difficile, c'est la première levée de fonds, c'est le tout début, c'est les 2 premières années. Tu t'es préparé psychologiquement, tu t'es préparé en face à ta classe. C'est un peu ça. Après, pareil, quand tu passes les concours des écoles de commerce, tu vois, les épreuves de l'oral, en fait, c'est un truc que tu apprends. Bien sûr. Et puis après, ça vient avec le temps. Je te dis pas que mes premiers pitchs, c'était les meilleurs. Et j'étais excessivement stressée. Je me souviens de m'être physiquement dit, je vais pas tenir, je vais vomir devant eux d'angoisse. Et t'as même fait une levée de fonds auprès d'Experience Capital en étant enceinte de 8 mois. Ouais, en 2019. On l'a closé à la toute fin de ma grossesse. Et ça, c'était un désavantage, un avantage qu'est-ce que t'en penses avec le recul ? Moi, je pense qu'on peut rendre ça neutre. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un avantage, ce serait un peu c'est hypocrite. un peu border de dire ça. En revanche, je pense que ça peut ne pas être un si gros désavantage. C'était ma première grossesse. Alors c'est vrai que la concomitance des deux a fait que j'ai pas pris vraiment de congé mat. J'ai eu la chance d'avoir ce que j'appelle un petit bébé d'entrepreneur. Il est arrivé en plein milieu du mois d'août. C'était parfait. J'ai pu m'arrêter un peu à ce moment-là. Mais globalement, en septembre, j'étais un petit peu de nouveau quand même dans les salles de réunion. En revanche, pendant la levée, moi j'ai expliqué que j'étais quelqu'un de responsable qui évidemment continuerait à suivre les choses. En fait, c'était un peu méthode Coué. Je me suis auto-convaincue
d'un truc dont je savais pas très bien si ce serait vrai ou pas, mais que ce ne serait pas un problème. Ouais. Je dis pas volontairement ce ne serait pas un sujet, c'est évidemment un sujet. Ça nécessite de prendre en compte le fait que quand même tu vas être absente un mois, qu'il faut s'organiser, anticiper des choses, mais pour moi ce n'était jamais qu'une question d'anticiper certaines choses, postponer d'autres choses et continuer à suivre de loin les derniers sujets qu'on pouvait pas anticiper ou postponer. Je l'ai expliqué comme ça, j'avais un plan d'action clair, je me suis convaincue que ça marcherait et je pense que le résultat c'est comme tout, les gens sont convaincus si tu l'es. Bien sûr. C'est aussi simple que ça, soyez convaincus. Ce qui est intéressant dans cette création de marque en propre, c'est qu'aujourd'hui, ça devient votre modèle économique, non ? Vous allez racheter combien de marques comme ça ? Alors, on s'est rendu compte que c'était donc des modèles assez vertueux. Et puis, au-delà de l'équation économique, que c'était chouette d'avoir la main pour pouvoir correctement répondre à la demande de tes clients. Parce que toi, en tant que retailer, t'es quand même en première ligne. C'est assez chouette. Pour identifier les besoins clients, nous, on a les retours des conseillères en boutique tous les jours. Bien sûr. Donc, tu identifies assez facilement les manques, les virages à prendre. Ouais. Et on se dit, si... en l'occurrence, on vient de racheter donc 2 marques de compléments alimentaires. Pour moi, le prochain virage dans la beauté très globale, c'est le virage du wellness. Ouais. Donc, en gros, les beauty tools, les pratiques beauté et les compléments alimentaires. Et je me suis dit, mais quoi de mieux que d'avoir les mains sur le guidon en ayant moi-même 2 marques de compléments qui sont pour moi les 2 auxquelles je crois le plus, puisqu'en fait, on les a rachetées, mais avant, c'est des marques qu'on distribuait parce qu'on les adorait. Et c'est l'histoire qui a fait qu'on s'est retrouvés à les racheter. Mais je trouve ça extraordinaire parce que évidemment que pareil ça accroît la part des ventes que tu fais avec tes propres marques, donc ça te laisse un peu plus de respiration économiquement parlant. Ouais. Ça améliore ta rentabilité et en plus t'as la main sur ces marques qui sont pour toi vraiment les marques de demain. Très bien, donc ça a été un gros milestone et un plan B qui s'est avéré plutôt fructueux. Juste d'un point de vue opérationnel, comment vous faites ? Vous intégrez les anciennes équipes, vous intégrez le concept, le développement produit, le marketing, etc. aux équipes qui sont existantes chez Oh My Cream, qui s'occupaient de la partie marque en propre de Oh My Cream ? Alors, il n'y a pas de recette parce que ça dépend de la marque que tu rachètes et de sa configuration. En l'occurrence, dans les 2 cas, on a eu 2 scénarios assez différents. En revanche, ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Dans le cas de Combo, la fondatrice en fait adorait toujours autant le projet, voulait rester aux manettes, donc on l'a intégrée avec le peu d'équipe qu'elle avait à l'époque et qu'on a essayé d'étoffer un petit peu avec le temps. Mais si tu veux, à l'époque, je pensais qu'il y aurait énormément de synergie avec nos équipes à nous, en me disant nous on s'y connaît en e-commerce, on s'y connaît en com. En fait, les équipes, déjà, n'ont pas beaucoup de temps, mine de rien, on est tous un peu solo, tu connais ça. Et ensuite, être bi-cerveau, bi-focus, surtout sur des marques qui n'ont pas les mêmes recettes, qui n'ont pas les mêmes ADN. En fait, surtout sur ces métiers où les recettes dépendent vachement de la marque que tu travailles, en fait, c'est hyper dur. Ouais. Donc, on a renoncé, assez récemment à ces synergies-là, en se disant, il y a des synergies. Notre DAF, notre RH, évidemment, elle fait la compta pour ces marques-là, c'est des petites synergies. Ouais. Pour le reste, en fait, c'est des bulles dans la bulle. Et c'est marrant parce que j'écoutais un podcast du CEO de Voyageurs du Monde qui disait que pareil, ils ont racheté plein de marques pour s'attaquer à d'autres territoires de marques, d'autres marchés, mais qu'en fait les synergies, ils y croyaient pas. C'était très compliqué, surtout quand tu as des marques fortes en fait. Ouais. Il faut qu'il y ait des gens qui respirent cette marque, qui vivent pour cette marque. Dessus, Tu peux difficilement le faire pour 2 marques en même temps. Donc pas tellement de synergie finalement, des boîtes dans la boîte, on échange des best practices. Et généralement, comme je te le disais, c'est ce qu'on a fait un peu pour Atelier Nubio, même si la fondatrice, pour le coup, était déjà sur le départ avant même qu'on se positionne. Donc, on a une petite phase de transition, mais elle est claire et pas restée. Mais on essaye de garder justement les équipes, puisque justement, l'idée, c'est pas de les remplacer par nos équipes. Et c'est des marques qui continuent de distribuer chez d'autres retailers, qui ont leur propre e-commerce, etc. Donc là, on shift un petit peu aussi le Oh My Cream du départ, quoi. Ouais. Plan B. Même si, pareil, pour être tout à fait honnête, le wholesale, donc c'est un métier que nous, on connaît pas très bien. C'est un métier qui est pas non plus forcément hyper bien maîtrisé par ces petites marques qui en sont elles aussi au tout début. Sûr. Tu vois, quand on les a rachetées, le wholesale, pour ces 2 marques, ça représentait entre 50 et 100 000 euros. C'était tout petit, même à l'échelle de ces petites marques. Donc, c'est pas du tout un levier prioritaire. Nous, quand on les rachète, l'idée, c'est d'en faire des marques championnes sur leur e-commerce et des marques championnes chez Oh My Cream. Très bien.
il y a un vrai truc quand même dans ton métier, c'est qu'il faut se réinventer tout le temps en fait. C'est épuisant. Et c'est ça, mais d'ailleurs dans tous les métiers d'ailleurs, Bah, c'est bien un sûr. peu, j'enfonce une porte ouverte. Mais la dernière grosse tendance, c'est le wellness. Donc tu viens d'en parler avec le rachat de ces deux marques. Mais ça, c'est pareil, tu ne l'avais pas prévu au départ. Le wellness, s'intéresser à d'autres industries, parce que c'est une toute autre industrie, d'autres produits, non, le wellness. C'est complètement une autre façon de voir la beauté. Et tu as raison, je pense que la clé de ce métier, alors là, tu parles d'un gros virage à l'occasion un peu de nos 10 ans, mais c'est vrai qu'il y en a eu plein de petits. Tu passes ton temps à te réinventer. Moi, dès qu'il y a un truc qui marche, je me dis jamais génial, on est arrivé. Je suis en stress de me dire il faut que je trouve le prochain, il faut que je trouve le prochain. Ouais. Et comment tu fais d'ailleurs pour rester ouverte et aware à ce genre de choses? Et ben, je pense justement qu'il faut faire d'autres choses que strictement ton métier. Tu vois, je regarde Fanny, ma directrice de la communication. Si tu regardes son agenda, elle est jamais au bureau, elle est très rarement en réunion. Et tu pourrais dire, bah, tu vois, elle se la coule douce, elle passe son temps à des événements, elle est à Roland-Garros avec telle marque, elle est au lancement de tel restaurant. Et en fait, je pense qu'elle a 100% raison. Moi, dans la vie, j'ai jamais eu une bonne idée comme ça, une illumination sous la douche. Je fonctionne que par association d'idées. Je suis pas en train de te dire qu'on copie les autres, etc. Mais quand j'écoute un podcast, typiquement, tu vois, sur Voyageurs du Monde, ça m'a fait un peu l'illumination de, bah oui, en fait, c'est pas si évident, ces synergies. Peut-être qu'on peut en faire le deuil et que c'est justement ça la force de ce portefeuille de marque, de pas trop essayer de trouver des synergies. Quand tu vois une activation ou un lancement d'un resto, ou je sais pas, il y a 2 semaines, j'étais au défilé d'une petite marque de fringues pour enfants, Bonton, et j'ai découvert un endroit dans le palais de Tokyo où je me suis dit, mais génial, on pourrait faire un event là-bas. Et puis en fait, je visualise ça parce que ce lieu il est complètement atypique. Moi, je trouve que c'est en écoutant des podcasts, en lisant de la presse et surtout en vivant toi en tant que consommateur. Parce que moi, j'adore aller dans des restos, dans des boutiques. On dit souvent que les bons commerçants, c'est des bons clients. C'est là que tu trouves tes idées, je trouve. Justement, en n'étant pas trop le nez dans le guidon, 100% focus sur ta boîte, en étant toujours réceptif à ce que toi, très bêtement, tu ressens en tant que consommateur, en écoutant parler ta grande-tante, ta petite cousine, les filles du bureau, enfin la vraie vie, quoi, tu vois, en restant très ancré, je trouve, dans ce quotidien. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que j'ai mes idées. Et puis d'ailleurs, que je les ai pas seules, parce que d'ailleurs, aujourd'hui, heureusement, y a beaucoup de très très bonnes idées et de grands pivots dans l'histoire de MyCrim qui viennent absolument pas de moi. Il y a un truc que je trouve qui est très fort chez toi, c'est cette capacité de réinvention, cette capacité à dire je lâche le bébé et on passe à autre chose. C'est quoi l'état d'esprit dans lequel il faut être? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? C'est quoi ta méthode? La première grande conviction qu'il faut avoir, c'est que si tu te cannibalises toi-même, si tu ne te cannibalises pas toi-même, parce que parfois tu lances des choses qui vont tuer un produit que tu as chez toi. Si tu ne te cannibalises pas toi-même, quelqu'un d'autre le fera. Donc il faut vraiment accepter de laisser mourir certaines choses en te disant ça marche aujourd'hui mais ça marchera pas demain, ou ça marche déjà plus aujourd'hui mais quand même je tiens au petit pouillem qui reste. Je pense que ça déjà c'est un mindset, de te dire tu dois t'auto-cannibaliser tout le temps. C'est ok et c'est même souhaitable parce qu'encore une fois sinon quelqu'un d'autre le fera s'en chargera. et te mangera. Et après, d'accepter parfois aussi, ça peut paraître un peu contradictoire. Nous, on a lancé beaucoup de projets dont j'avais justement pas encore le business model, l'équation économique. Je voyais pas encore très bien comment ce serait ni scalable ni rentable. Le soin et le wellness d'ailleurs, parce que la vente de produits qui sont peut-être avec des price points très différents, la prise de décision, elle est quoi? C'est de l'intuition, c'est de dire il faut y aller, on n'a pas le choix, il faut tester. C'est un mix d'intuition et de vraie sensibilité, vraie oreille ouverte sur le marché et les clients. Et les clients ont parfois envie de choses qui derrière seront ni scalables ni rentables, encore une fois, qui sont quand même 2 prérequis, nous, pour faire quelque chose et s'y attaquer sérieusement. Mais en fait, je réalise qu'au début de MyCrim, je savais pas si ce serait scalable. On était quand même sur un petit marché, la beauté niche, qui porte bien son nom, niche. Et clairement, il y avait plein de choses qui n'étaient pas rentables. Tu vois, la marque en propre est née après. Je pense que maintenant, je me dis, je m'autorise un temps limité, et en ayant conscience que c'est quand même ce qu'il faut aller chercher, je m'autorise de tester des choses. Si tu testes pas, là aussi, plus tu grossis, moins tu es agile parce que tu as peur, tu as quelque chose à perdre. Donc il faut accepter de te cannibaliser, il faut accepter de tester des choses qui peut-être marcheront, peut-être marcheront pas, peut-être marcheront mais seront pas scalables et rentables. Mais moi, je suis un peu convaincue qu'après,
tu trouves ce qui marche et tu trouves le moyen de le rendre scalable et rentable. Donc on s'est un peu décomplexé sur ces trucs-là, qui est un état d'esprit qu'on avait complètement évidemment au début, mais c'était facile de l'avoir, et que tu perds au fil des années. Parce que tout d'un coup, tu as quand même un truc qui marche, des salariés, un bon niveau de chiffre d'affaires, et tu dis, ah, si je me foire, là, il y a des conséquences. Ce qu'il n'y a pas quand tu te lances. Tu te lances et que tu te foires, mais écoute, tu vas chercher un job 6 mois après, c'est pas très grave. Pour conclure, il y a un truc qui est important chez beaucoup d'entrepreneurs, et toi tu l'as vécu, c'est ces moments où ton corps te lâche. Et là, il faut trouver des plans B. Comment tu peux nous en raconter des moments où ton corps t'a lâché ? Alors, j'ai jamais atteint, tu vois, le point vraiment de bascule, mais je me sens très, très, très régulièrement pas loin. Ouais, le fameux burn-out. Ouais. On est au quotidien un peu dans des essoreuses, et moi j'ai fait des horaires à rallonge à mon avis comme tous les entrepreneurs au tout début, mais assez rapidement c'était des horaires à peu près acceptables, sauf que j'ai eu mes enfants. Pour le premier je me suis pas beaucoup arrêtée, et donc j'ai accumulé beaucoup de fatigue, et puis surtout j'ai fait le constat que quand je rentrais le soir, même si c'était à une heure à peu près décente, tu vois, vers 19h, 19h30, j'avais juste plus de jus. J'avais plus envie de parler à personne, j'avais plus d'énergie à donner à mes enfants, et j'avais aussi de moins en moins d'idées. Et ça faisait quand même 7-8 ans que la boîte existait, et ça commençait à être le moment où il fallait un peu se réinventer. Et donc j'ai pris tout un tas de micro-décisions, de sanctuariser des journées un peu thématiques dans mon agenda pour pas passer en permanence du coq à l'âne, ce qui était plus fatigant à nombre d'heures égales que d'avoir des journées un peu créatives, des journées un peu management, des journées de points hebdo, des journées un peu plus finance, logistique et autres merdes. Enfin, autres problèmes, je parle d'entreprise, pas autres merdes. Moi, c'est des sujets qui me passionnent personnellement. Voilà, d'en fait quand même bloquer mon agenda après 18h pour être là quand même de plus en plus tôt pour mes enfants, de pas se mettre réunion le vendredi pour faire tout ce dont on parlait tout à l'heure. Aller dans des boutiques, écouter des podcasts, bosser sur un PowerPoint, réfléchir à un sujet, préparer une intervention pour onboarder les équipes sur la strat, c'est pas des choses qui se font entre deux réunions quand tu as une heure de libre. Donc c'est toutes ces petites choses, je trouve, qui permettent de protéger ton énergie d'une part, quand tu te rends compte qu'au bout de quelques années, ton job, c'est plus d'être opérationnel et de mettre ta main et dans tout, c'est d'avoir de l'énergie, d'embarquer tes équipes et d'avoir des idées. Et ça s'invente pas, et ça se fait pas quand tu fais du 9h-20h en réunion toute la journée. Ça marche pas. Donc voilà, c'est ces petits trucs qu'il faut mettre en place pour ajuster un peu le tir et tenir dans la durée, puisque c'est quand même un sacré marathon. Je suis très contente des investisseurs que j'ai autour de la table, et je trouve que pareil, ça fait d'autres cerveaux intelligents, et je crois vraiment que les bonnes idées viennent de partout. Tu vois, pas plus tard qu'hier, on était en train de brainstormer avec Alban Gérard, qui est partenaire chez Expérience Capital, sur justement la strat 26-27. Et écoute, il a plein de bonnes idées qu'on n'a pas forcément. Donc comment tu gères tout ce petit monde, parce que entre ton comex, les investisseurs, ton père, ta mère, qui ont sans doute aussi plein de bonnes idées à te transmettre. Non, ça va, eux, ils ont arrêté de se mêler de ça. Ils ont lâché l'affaire. Ouais, ils ont lâché. Mais comment tu gardes ta vision et que ça reste vraiment très clair dans ta tête ? Alors moi, je suis une éponge, donc j'adore, et je pense que c'est ma force, j'adore écouter tous les avis. Et à la fin, je suis incapable de faire un truc auquel je crois pas. Donc je me dis qu'en fait, si... je me force jamais à faire un truc auquel je crois pas du tout. Parfois j'ai des doutes, parfois j'ai un peu peur, et je peux me forcer à y aller. Si j'ai l'impression que vraiment il y a une espèce de consensus autour de moi qui se fait, et je me dis oui, j'ai pas la science infuse, donc mais ça m'arrive qu'il y a un consensus et que j'y aille pas parce que j'y crois pas, et je me dis que finalement, si toi tu ne fais jamais des choses auxquelles tu ne crois absolument pas, ça assure de fait une forme de cohérence, une forme de fil conducteur. De filtre. Voilà, et on a quand même fait l'exercice, si tu veux, de poser dans une plateforme de marque quels étaient les grands fondamentaux de MyCrim. Et quand il y a des questions un peu existentielles qu'on se pose collectivement et qu'il n'y a pas de consensus, on sort la plateforme de marque. On sort un peu ces grands fondamentaux. Et tu vois, ça a l'air un peu scolaire, mais je t'assure que ça remet un cadre. Bien sûr. Ça remet une direction, et ça aide, honnêtement. Très bien. Comme quoi, la plateforme de marque, c'est pas mal d'en avoir une. Au carré. Merci infiniment pour ton témoignage, pour ce partage. J'espère que ça vous a plu. Et longue vie à Oh My Cream et à Juliette, bien sûr. À bientôt, salut. Salut.